Salut, tu es sur Dérive douce. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui se tient sous le Wu-Wei, sous cette idée du non-agir que beaucoup de gens connaissent comme le cœur du taoïsme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui rend le Wu-Wei possible, parce que toute pratique repose sur quelque chose. Et ce quelque chose, dans le taoïsme, est bien plus étrange, bien plus radical qu'une simple invitation à se détendre. Avant d'aller plus loin, si tu as envie, écris en commentaire quelle heure il est chez toi ou comment s'est passée ta journée. Les gens qui laissent des commentaires ici sont souvent d'une profondeur et d'une douceur assez rares, et je lis vraiment ce que vous écrivez, ce que tu écris. Si le projet Dérive douce te plaît, tu peux cliquer sur le lien en description pour le soutenir. Voilà le point de départ. Le Wu-Wei est peut-être la notion taoïste la plus citée, ce non-agir, cette façon d'agir sans forcer, d'avancer sans résistance inutile. Mais le Wu-Wei est une conséquence. Il suppose quelque chose qui le précède, quelque chose à partir duquel il devient possible. On ne peut pas pratiquer le non-agir dans le vide, et ici, le mot « vide » va avoir un sens très précis, on y reviendra. Pour l'instant, la question qui ouvre tout, à quoi se conforme-t-on quand on pratique le Wu-Wei ? Quelle est la réalité à laquelle cette pratique répond ? La réponse du taoïsme, c'est le Tao. Ce mot, on le traduit souvent par « la voie ». Mais cette traduction est immédiatement trompeuse si on s'arrête là. Une voie, ça se suit. Ça implique une direction, un début, une destination possible. Le Tao n'est rien de tout ça. Ce n'est pas un chemin qu'on emprunte depuis un point A vers un point B. C'est quelque chose d'antérieur à toute direction, à toute séparation entre un point et un autre. Ce qui rend le Tao difficile à saisir dès le début, c'est qu'il ne se laisse pas traiter comme un objet de connaissance ordinaire. On ne peut pas le placer devant soi et l'examiner. On ne peut pas non plus se tenir à l'intérieur de lui comme à l'intérieur d'un concept clair. Le Tao n'est ni une loi, ni une intention, ni une énergie au sens vague où ce mot circule parfois. Il précède ces catégories. Et c'est là que la pensée taoïste commence à exercer une pression réelle sur nos habitudes mentales. Quand on cherche à comprendre quelque chose, on cherche à le nommer, à le délimiter, à dire ce qu'il est en le distinguant de ce qu'il n'est pas. Le taoïsme pose que cette opération, pourtant fondamentale pour toute pensée, rate structurellement son objet quand cet objet est le Tao lui-même. Le langage divise. Le Tao précède la division. Ça ne veut pas dire que le taoïsme abandonne la pensée. Ça veut dire qu'il travaille à ses limites d'une façon inhabituellement rigoureuse. Il y a une honnêteté philosophique dans cette position. Reconnaître que l'outil qu'on utilise pour penser est inadapté à ce qu'on essaie de penser, sans pour autant abandonner la tentative. Ce qui est en jeu, c'est une question sur la nature de la réalité avant qu'on la divise. Avant que tu dises ceci et cela, avant que tu sépares le sujet de l'objet, l'intérieur de l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Le taoïsme ne répond pas à cette question avec une définition. Il maintient la question ouverte, et c'est cette ouverture elle-même qui constitue son point de départ philosophique. Le Wu-Wei, vu depuis cet angle, ressemble à ceci. Une façon d'agir qui ne s'oppose pas à ce mouvement fondamental de la réalité, qui n'essaie pas de le découper ni de le contrôler, qui se laisse traverser par lui plutôt que de s'y dresser. Mais pour que cette disposition soit autre chose qu'une vague recommandation de calme, il faut comprendre à quoi elle répond, ce que le Tao est, autant qu'on peut l'approcher, et ce que cela signifie pour la façon dont on existe. C'est cette descente-là qui va nous occuper. Le Tao précède le Wu-Wei. Ce n'est pas une formulation rhétorique, c'est une affirmation sur la structure de la pensée taoïste elle-même. On ne pratique pas le non-agir parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a choisi une posture ou adopté une discipline. Le Wu-Wei émerge d'une certaine compréhension de ce qu'est la réalité.
Et cette compréhension, c'est la question du Tao. Quand on dit que le Tao est ce qui précède le Wu-Wei, on déplace quelque chose d'essentiel. Le Tao cesse d'être un concept parmi d'autres concepts philosophiques, une idée qu'on peut ranger à côté d'autres idées, comparer, critiquer de l'extérieur. Il devient la réalité antérieure à partir de laquelle toute idée se forme, y compris l'idée de pratiquer quelque chose. Ce déplacement est précis. On passe d'un objet de pensée à ce qui rend la pensée possible. Le taoïsme philosophique pose que cette réalité antérieure n'est pas faite de parties qu'on pourrait isoler et examiner séparément. Elle est antérieure à la division. Et la division, c'est exactement ce que fait la pensée quand elle fonctionne normalement. Elle sépare, elle distingue, elle trace des frontières entre les choses pour pouvoir les tenir. Le Tao, dans cette perspective, est ce qui existe avant qu'une frontière soit tracée. Ce que cela implique est philosophiquement lourd. Si le Tao précède la division, alors il précède aussi la distinction entre toi et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui est et ce qui n'est pas. Il ne se situe pas d'un côté ou de l'autre de ces frontières, il les précède toutes. Et c'est là que la pensée ordinaire commence à buter, parce que penser, c'est tracer des frontières. Dire « le Tao est ceci », c'est déjà en avoir fait une chose parmi d'autres choses. L'insight qui se dégage de là et qui fonde tout le reste, c'est que le Tao ne peut pas être adéquatement saisi comme un objet de connaissance. Il peut être approché, tourné, cerné par des affirmations qui se contredisent délibérément, mais jamais fixé. Le premier chapitre du Tao Te Ching l'énonce sans détour. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Cette phrase n'est pas une invitation à la modestie ou une belle formule poétique. C'est une affirmation sur la nature structurelle du langage. Le langage fonctionne en nommant, et nommer, c'est délimiter. Ce qu'on délimite, c'est plus le Tao. Pour autant, cette limite n'est pas un défaut du taoïsme, c'est sa précision. Reconnaître que l'outil de la pensée est inadapté à son objet le plus fondamental, sans abandonner la tentative de penser, c'est une position philosophique qui demande une certaine rigueur. On continue d'avancer, on continue de formuler, mais en sachant que chaque formulation laisse quelque chose de côté. Et ce quelque chose, c'est toujours l'essentiel. La conséquence directe pour la façon dont tu peux te situer face à cette pensée, le Tao ne s'apprend pas comme une doctrine. On ne sort pas d'une lecture du Tao Te Ching en sachant ce qu'est le Tao. On en sort avec quelque chose de différent, une sorte de familiarité avec une limite, une sensibilité à ce que le langage rate. Et cette familiarité change quelque chose dans la façon dont on tient les autres affirmations, y compris les siennes propres. Ce qui reste ouvert à ce stade, c'est la question de ce que le Tao est positivement, non pas comme objet défini, mais comme réalité qu'on peut approcher par plusieurs angles. L'antériorité sur la division, c'est un angle. Mais le taoïsme a aussi quelque chose à dire sur la relation entre être et non-être, sur ce qui existe avant même que cette distinction soit possible. Et là, la position philosophique devient encore plus radicale, parce qu'elle retire le sol sous des questions que la métaphysique pose depuis des millénaires. Le premier chapitre du Tao Te Ching s'ouvre sur une phrase qui ressemble à un paradoxe, mais qui est une affirmation très précise. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. On pourrait lire ça comme une précaution rhétorique, une façon élégante de dire que le sujet est difficile. Mais c'est autre chose.
C'est un diagnostic sur la structure du langage lui-même. Voici ce que le langage fait à chaque fois qu'il fonctionne. Il trace une frontière. Nommer quelque chose, c'est le séparer de ce qui n'est pas ce quelque chose. Dire arbre, c'est distinguer l'arbre du sol, de l'air, de la lumière qui le traverse. Le nom découpe. Et ce qu'il découpe, il le fixe. Il en fait une chose avec des contours, une identité stable, quelque chose qu'on peut tenir à distance et examiner. Le Tao résiste à cette opération. Et le problème n'est pas qu'on manque de mots suffisamment précis, qu'avec un vocabulaire plus riche on pourrait y arriver. Le problème est structurel. Le Tao précède la frontière entre ce qu'une chose est et ce qu'elle n'est pas. Le nommer, c'est déjà en avoir fait une chose parmi d'autres choses, et dans ce mouvement même, c'est l'avoir perdu. Ce n'est pas une position mystique au sens vague. C'est une observation sur la mécanique de la signification. Quand Zhuangzi raconte le cuisinier qui découpe le bœuf en suivant les espaces naturels entre les jointures, sans forcer, sans couper à travers, il illustre quelque chose de proche. Il y a une façon d'agir qui suit les lignes de la réalité et il y a une façon qui les force. Le langage, face au Tao, est du côté de la force. Il impose ses propres découpes à ce qui n'en a pas. Ce diagnostic crée une situation inconfortable pour quiconque essaie de penser sérieusement le taoïsme. Parce que penser, c'est utiliser du langage. Et voilà qu'on se retrouve avec un objet de pensée qui se défait sous chaque formulation. La tentation est forte, face à ça, de dire que le Tao est donc indescriptible, qu'on ne peut rien en dire, et de s'arrêter là. Mais c'est précisément ce que le taoïsme ne fait pas. Le Tao Te Ching fait 81 chapitres. Zhuangzi écrit des milliers de pages. On continue de parler, de formuler, de chercher, en sachant que chaque formulation est provisoire et inadéquate. Ce maintien de la tentative est la position philosophique la plus intéressante ici. On ne se tait pas. On avance avec des mots en sachant qu'ils ratent leur cible. Ce n'est pas de la résignation, c'est une façon particulière de tenir la pensée ouverte. Chaque affirmation sur le Tao porte avec elle sa propre limite, et cette limite est productive. Elle t'empêche de te refermer sur une définition, de traiter le Tao comme un concept acquis qu'on peut ranger et utiliser. Teste ça à la limite. Suppose qu'on puisse nommer le Tao parfaitement, qu'on trouve la formulation exacte qui le capture sans reste. Ce serait une catastrophe philosophique. Parce qu'à partir de là, le Tao deviendrait un objet de doctrine, quelque chose à mémoriser, à enseigner sous forme de définition. On pourrait être pour ou contre. On pourrait avoir tort ou raison à son sujet. Et le taoïsme deviendrait une théologie, un système d'affirmation correcte sur la réalité ultime. Ce n'est pas ce qui se passe dans le texte. Le Tao Te Ching utilise délibérément des formulations qui se contredisent, des images qui pointent dans des directions opposées. Le Tao est à la fois vide et source de toute chose. Il est à la fois sans forme et présent dans chaque forme. Ces tensions ne sont pas des maladresses, elles sont la méthode. Si chaque affirmation est immédiatement mise en tension avec son contraire, c'est pour empêcher que l'une d'elles se fige en définition. Et c'est là que le principe se brise, ou plutôt là où il touche sa propre limite interne. Parce que même dire « le Tao ne peut pas être nommé » est une affirmation sur le Tao. Elle a une forme, elle se soumet aux mêmes contraintes que ce qu'elle décrit. La phrase « le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel » nomme quelque chose. Elle est prise dans le même mouvement qu'elle diagnostique. Ce n'est pas une erreur, c'est une reconnaissance. Le taoïsme ne prétend pas s'extraire du langage. Il travaille à l'intérieur du langage en montrant ses coutures.
Ce que ça fait à la pensée, concrètement, c'est qu'elle ne peut plus se reposer sur ses propres formulations. Tu formes une idée du Tao, et cette idée est déjà une trahison productive, selon l'expression qui convient ici. Productive parce qu'elle t'a amené quelque part. Trahison parce qu'elle a substitué quelque chose de fixe à quelque chose qui ne l'est pas. Et le mouvement taoïste consiste à maintenir cette conscience, non pas comme paralysie, mais comme une façon de rester en mouvement avec l'objet. Ce que tout cela prépare, c'est une question encore plus radicale. Si le Tao précède les frontières que le langage trace, qu'est-ce qu'il précède exactement? La frontière entre les choses, oui. Mais aussi la frontière entre les catégories les plus fondamentales de la métaphysique. Celle entre être et non-être. Celle entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et là, la position du taoïsme devient quelque chose que la philosophie occidentale classique n'a pas d'endroit où placer facilement. Voici le texte du Chunk 4. Il y a quelque chose qui résiste à toute tentative de le placer. Le Tao n'est ni quelque chose qui existe, ni quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas une position d'hésitation. C'est une affirmation philosophique radicale sur ce qu'est la réalité avant qu'on lui applique la distinction la plus fondamentale qu'on connaisse. Le paradoxe est celui-ci. Tout ce qu'on reconnaît comme réel, on le reconnaît parce qu'il existe. Et tout ce qu'on reconnaît comme absent, on le reconnaît parce qu'il n'existe pas. Ces deux catégories épuisent le champ de ce qu'on peut penser. L'être et le non-être forment ensemble la frontière au-delà de laquelle la pensée ordinaire ne sait plus où se tenir. Et le Tao se situe précisément là, avant cette frontière, sans appartenir à aucun des deux côtés qu'elle trace. Nomme ce paradoxe clairement, parce qu'il mérite qu'on ne l'esquive pas. Le Tao précède la distinction entre être et non-être. Cela signifie qu'on ne peut pas demander si le Tao existe, parce que la question elle-même présuppose que la distinction entre exister et ne pas exister est déjà en place. Et elle ne l'est pas à ce niveau. La question « est-ce que le Tao existe ?» est une question mal formée. Elle projette une structure, l'être contre le non-être, sur quelque chose qui précède cette structure. C'est comme demander si le silence est grave ou aigu. La métaphysique occidentale classique a passé des siècles à organiser ses débats autour de cette frontière. Qu'est-ce qui existe fondamentalement? Quelle est la nature de l'être? Qu'est-ce qui est réel par opposition à ce qui est apparent? Aristote, les scolastiques, Descartes, Kant, des systèmes entiers sont construits sur la présupposition que la distinction être-non-être est le sol sur lequel toute question philosophique sérieuse peut se poser. Le taoïsme philosophique retire ce sol. Pas pour le remplacer par un autre, pour signaler que c'était déjà une construction, pas une évidence. Tente de résoudre le paradoxe et tu vois immédiatement pourquoi la résolution est impossible. On pourrait dire que le Tao est une forme d'être supérieur, qui transcende les catégories ordinaires, et certaines lectures néoplatoniciennes du taoïsme vont dans ce sens. Mais cette lecture réintroduit exactement ce qu'elle prétend dépasser. Un être supérieur est encore de l'être. Il se tient toujours du même côté de la frontière. Le Tao qu'on aurait ainsi résolu serait une entité parmi d'autres entités, plus vastes certes, mais soumises aux mêmes questions. D'où vient-il? Pourquoi existe-t-il? Qu'est-ce qui le fonde? On pourrait aussi aller dans l'autre direction et dire que le Tao est une forme de néant, une vacuité totale antérieure à toute manifestation. Mais ce mouvement rencontre le même problème. Un néant posé comme fondement
devient quelque chose. On lui attribue un rôle, une fonction, une antériorité. Et voilà qu'il existe à nouveau, sous la forme de quelque chose qu'on peut désigner, situer, utiliser comme point de départ. La résolution est impossible pour une raison précise. La distinction entre être et non-être n'est pas une erreur qu'on pourrait corriger avec une meilleure formulation. Elle est constitutive du langage et de la pensée conceptuelle. Toute tentative de penser le Tao comme transcendant cette distinction utilise des outils, des mots, des concepts, des oppositions, qui sont eux-mêmes construits sur cette distinction. On ne peut pas sortir de là par un effort supplémentaire de pensée. L'outil ne peut pas réparer sa propre limite. Ce que le taoïsme propose à la place, c'est un déplacement de posture. Le Tao Te Ching évoque dans ses premiers chapitres les deux pôles, Wu, le non-être, et Yu, l'être, comme deux aspects de quelque chose qui les précède tous les deux, et il nomme ce quelque chose mystère. Pas pour clore la question dans le mystère comme dans un sac, mais pour marquer que la question touche un fond où les outils ordinaires ne prennent plus appui. Qu'est-ce que ça fait à toi, concrètement? Si le Tao précède l'être et le non-être, alors la question de ton existence, de ce que tu es, de ce que tu fais ici, de ce qui te fonde, se pose différemment. La plupart des réponses à ces questions sont construites sur la présupposition qu'il y a quelque chose plutôt que rien, et que ce quelque chose a une structure qu'on peut décrire, analyser, comprendre. Le taoïsme ne dit pas que cette démarche est fausse. Il dit qu'elle commence en milieu de course, qu'elle prend comme point de départ quelque chose qui est déjà une construction, une division opérée dans quelque chose d'antérieur et d'indivisé. La position est philosophiquement inconfortable à tenir, parce qu'on ne peut pas y rester longtemps sans que la pensée cherche à se raccrocher à quelque chose de fixe. Dès qu'on formule une conclusion, le Tao est au-delà de l'être et du non-être. On a déjà refait une frontière, on a déjà posé une chose là où il n'y en avait pas. Et pourtant, on ne peut pas ne pas formuler, on ne peut pas se taire et appeler ça de la philosophie. Ce qui reste, c'est une tension que rien ne résout. Le Tao ne peut pas être dit, et on continue de le dire. Il précède la distinction entre être et non-être, et chaque tentative de le penser reproduit cette distinction. Ce n'est pas un échec de la pensée taoïste, c'est sa description la plus précise de ce à quoi on a affaire. Une réalité qui résiste à être capturée sans résister à être approchée. Et cette approche, qui ne mène nulle part de fixe, qui ne produit pas de conclusion stable, est peut-être la forme d'attention que le Tao exige, non pas comprendre, mais rester dans le mouvement de la question. Le mot « te » apparaît dans le titre du texte fondateur, Tao Te Ching, et pourtant il glisse dans la plupart des lectures comme s'il était accessoire. On le traduit par « vertu », et cette traduction fait des dégâts silencieux. Parce que « vertu », dans l'oreille d'un locuteur contemporain, évoque une qualité morale, la bonté, la droiture, le mérite. Quelque chose qu'on cultive, qu'on évalue, qu'on peut avoir plus ou moins. Et le « te » n'est rien de tout ça. Le « te » est la puissance propre d'une chose, sa nature singulière, ce qui la rend irréductiblement ce qu'elle est. Un arbre a son « te », non pas parce qu'il est bon ou mauvais, mais parce qu'il est pleinement arbre. La façon dont il pousse, dont il répond à la lumière, dont ses racines suivent l'eau, dont son bois résiste ou cède, tout cela forme quelque chose de cohérent et de propre à lui. Cette cohérence interne, cette adéquation de la chose à ce qu'elle est, c'est le « te ». Avant toute évaluation morale, avant toute utilité pour autrui,
avant tout jugement extérieur. Ce déplacement change tout. Quand on entend vertu, on pense à une norme qu'une chose devrait atteindre. Quand on entend te, on pense à ce qu'une chose est déjà, dans sa réalité la plus propre. L'un est prescriptif, il juge. L'autre est descriptif ontologique, il observe. Et ce n'est pas une nuance de traduction, c'est une orientation philosophique entière. Le te d'un cours d'eau, c'est sa façon de trouver le chemin de moindre résistance, de contourner les obstacles sans les affronter, de s'infiltrer là où rien de solide ne peut passer. Zhuangzi revient souvent à l'eau pour approcher cette idée. Sa puissance vient précisément de ce qu'elle ne force rien, qu'elle est entièrement ce qu'elle est. Cette puissance-là n'est pas acquise. Elle n'est pas construite par un effort. Elle est l'expression directe de ce que l'eau est, sans addition ni retrait. Alors, une question se pose naturellement. Si chaque chose a déjà son te, pourquoi le taoïsme s'y intéresse-t-il comme à quelque chose qu'on peut perdre ou affaiblir? La réponse est là, et elle est précise. Le te peut être voilé, contrarié, dévié, non pas de l'extérieur par une force ennemie, mais par une accumulation de constructions superposées à ce qu'on est. L'humain en particulier est le seul être qui semble capable de se tenir à l'écart de sa propre nature, de la recouvrir de couches de rôles, d'attentes, de représentations de soi. Le te ne disparaît pas dans cette opération, mais il cesse d'agir. Il est là, sous tout le reste, empêché. Ce qui rend l'idée philosophiquement solide, c'est qu'elle ne pose pas une nature humaine idéale à atteindre. Elle ne dit pas qu'il existe un état parfait de l'humain vers lequel il faudrait tendre. Elle dit que chaque être a déjà sa cohérence propre et que la dénaturer a un coût réel, non pas moral, non pas symbolique, mais ontologique. Quelque chose se perd effectivement quand un être cesse d'agir selon son te. Et cette perte n'est pas mesurable par une règle éthique externe. Elle est sensible à l'intérieur de la chose elle-même. Pense à ce que ça implique pour la question de l'action juste. Si le T est la puissance propre de chaque être, alors agir justement ne revient pas à se conformer à un code universel. Cela revient à laisser le T s'exprimer, à ne pas contrarier la nature singulière de ce que l'on est et de ce à quoi on est confronté. Ce n'est pas un relativisme, comme si n'importe quoi était acceptable pourvu qu'on l'appelle sa nature. C'est une attention à quelque chose de plus fin, la texture réelle de ce qui est là avant qu'on lui applique nos catégories. La relation entre T et Tao est structurelle. Le Tao est ce qui précède toute division, ce dont tout émerge sans que rien ne lui soit extérieur. Le T est la façon dont le Tao se manifeste dans chaque chose particulière, la puissance singulière qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et pas autre chose. Le Tao est indifférencié. Le T est l'expression différenciée du Tao dans une forme. Les deux ne s'opposent pas. L'un est la source, l'autre est la façon dont la source se tient dans ce qui en provient. Et c'est là que la traduction par vertu devient vraiment problématique, au-delà du simple glissement sémantique. La vertu morale suppose un sujet qui juge, une norme extérieure, un effort de conformité. Le T suppose le contraire, une cohérence qui existe avant le jugement, avant la norme, avant l'effort. On ne construit pas son T, on le retrouve, ou plutôt, on cesse de l'empêcher. Ce déplacement de logique, de la construction vers le dégagement, est l'un des gestes philosophiques les plus constants dans le taoïsme. Ce que ça prépare, c'est une question sur le vide. Si le T est ce qui rend une chose pleinement elle-même, et si cette plénitude n'est pas affaire de remplissage mais d'adéquation, alors que fait exactement le vide dans cette architecture?
Le taoïsme ne conçoit pas le plein et le vide comme des contraires à réconcilier. Il leur attribue des fonctions asymétriques, et ce que le vide permet est quelque chose que la plénitude, précisément, ne peut pas offrir. Le vide produit un effet avant même qu'on l'ait nommé. Une roue tourne parce que son moyeu est creux. Si le bois était plein jusqu'au centre, rien ne pourrait s'y ajuster, rien ne pourrait pivoter. Un bol reçoit parce qu'il n'est pas rempli d'avance. Une pièce habitable est habitable par l'espace qu'elle contient, par ce qui n'y est pas encore. Le Tao Te Ching formule cela avec une économie remarquable. C'est le non-être qui constitue l'utilité. Cette conséquence, que c'est le vide qui rend possible la fonction, renverse quelque chose de profondément installé dans la façon dont on évalue les choses. On a tendance à mesurer la valeur d'une chose à ce qu'elle contient, à ce qu'elle accumule, à l'épaisseur de ce qui la constitue. Plus il y a, mieux c'est. La densité comme gage de réalité, la plénitude comme gage de puissance. Le taoïsme pointe dans la direction opposée et dit que c'est précisément ce vide-là, ce rien structurel, qui permet à quelque chose de fonctionner. Ce n'est pas une apologie du manque. Le vide dont il s'agit ici n'est pas l'insuffisance, ni l'absence de ce qui manquerait. C'est une condition fonctionnelle. Ce qui est plein est fermé à ce qui pourrait venir s'y inscrire. Il a épuisé sa propre capacité d'accueil. Ce qui est vide reste ouvert, disponible, traversable. La distinction est ontologique, deux états différents de ce qu'une chose est par rapport à ce qu'elle peut recevoir ou permettre. La pensée s'est beaucoup débattue, dans d'autres traditions, sur la question de ce qui fonde la réalité. Et dans la plupart de ces débats, ce qui est réel est ce qui persiste, ce qui résiste à la disparition, ce qui a une substance. L'être comme plénitude substantielle, quelque chose d'assez solide pour ne pas s'effondrer sous l'examen. Le taoïsme philosophique déplace le centre de gravité, ce qui rend quelque chose réellement fonctionnel, capable, vivant dans le sens d'ouvert au mouvement, c'est une forme de non-plénitude. Une chose qui ne se serait pas encore refermée sur elle-même. Tu peux sentir ce que ça implique si tu le rapportes à quelque chose de plus immédiat. Un esprit qui a une réponse définitive à chaque question ne peut plus recevoir de questions vraiment nouvelles. Il la reclasse, il la neutralise, il la fait entrer dans ce qu'il sait déjà. Il est plein. Un esprit qui garde en lui une zone de vide réelle, non pas d'ignorance anxieuse, mais de disponibilité, peut être traversé par quelque chose qu'il n'a pas anticipé. Le vide n'est pas une faiblesse dans cette image. C'est le seul endroit où quelque chose peut encore arriver. L'intersection avec le Te est précise. Dans le chunk précédent, on a vu que le Te est la puissance propre d'une chose, sa cohérence interne, ce qui la rend irréductiblement ce qu'elle est. Ce qui se passe quand cette puissance est voilée, c'est exactement ce que le vide éclaire ici. La chose s'est refermée. Elle est remplie de constructions superposées, de rôles fixés, de représentations de soi qui n'ont plus d'espace pour bouger. Elle est pleine, et donc fermée. Le vide, dans cette lecture, est ce que le Te retrouve quand les couches se retirent. La capacité d'être encore traversé par ce qu'on est. Ce point d'intersection entre le vide et la puissance propre de chaque chose laisse quelque chose ouvert. Si le vide est la condition de toute capacité, alors la question qui suit naturellement est celle de l'intention. Est-ce que le Tao, en laissant les choses vides et capables, poursuit quelque chose? Est-ce qu'il y a une volonté derrière cet ordre qui émerge? Et c'est là que la pensée taoïste touche l'un de ses points les plus radicaux, non pas ce que le Tao produit, mais ce qu'il n'a pas, une intention. Ce que ça signifie pour la façon dont on comprend l'ordre du monde reste entier, et c'est précisément ce qui attend d'être examiné. Qu'est-ce que ça change, concrètement, de vivre dans un monde sans intention à son centre?
La question mérite d'être posée lentement, parce que ses implications ne sont pas immédiatement agréables. On a vu que le Tao précède toute division, qu'il est la réalité dont tout émerge sans que rien ne lui soit extérieur. On a vu que le T est la façon dont cette réalité indifférenciée se tient dans chaque chose particulière. On a vu que le vide est la condition de toute capacité, que c'est l'ouverture qui rend quelque chose fonctionnel. Tout cela dessine une structure. Mais cette structure n'a pas d'auteur. Le Tao n'a pas voulu le monde. Il ne le gouverne pas, ne le surveille pas, ne l'oriente pas vers une fin. L'ordre qui existe, et il existe, le taoïsme ne dit pas que tout est chaos, est un ordre qui émerge sans avoir été décidé. Les saisons se succèdent, les choses naissent et meurent, les rivières trouvent la mer, les forêts couvrent les pentes, les corps se forment et se défont. Tout cela se produit avec une cohérence remarquable, et aucune intention ne l'a précédé. Cette position est philosophiquement radicale dans ce qu'elle coupe. La plupart des traditions qui pensent le cosmos maintiennent un lien entre l'ordre du monde et une forme de volonté, divine, morale, téléologique. Le cosmos est ordonné parce qu'il a été voulu, ou parce qu'il tend vers quelque chose, ou parce qu'une intelligence le sous-tend et en garantit le sens. Le taoïsme retire ce lien. L'ordre est là, mais il n'est la manifestation d'aucune intention. Il est structural, comme la façon dont l'eau coule vers le bas, comme la façon dont le vide attire ceux qui cherchent à s'inscrire quelque part. La cohérence existe. L'auteur de la cohérence n'existe pas. Ce que ça produit dans la pensée, c'est un certain vertige. Zhuangzi en fait l'expérience dans plusieurs passages où un personnage se retrouve face à la mort, à la transformation, à la dissolution de ce qui semblait stable, et au lieu de chercher un sens garanti, il observe que la transformation est la chose elle-même, que le Tao n'est pas de côté en train de regarder, mais qu'il est le mouvement en question. Pas de recours, pas de regard extérieur qui valide ou consolide ce qu'on traverse. Voilà ce que ça coûte humainement, et c'est précis. Si le Tao n'a pas d'intention, alors il n'y a pas de justice cosmique, pas de filet de sens qui rattraperait ce qui tombe. Ce qui arrive n'est pas le signe d'une volonté bienveillante ou punitive. Ce n'est pas un message, pas une leçon déguisée, pas une correction divine. Ce qui arrive, arrive parce que le mouvement des choses le produit. L'enfant qui meurt, la sécheresse qui détruit, la maladie qui s'installe sans raison apparente, le Tao ne les a pas voulus. Il ne les a pas non plus permis comme une exception à une règle. Il est le mouvement lui-même, indifférent à la distinction entre ce qu'on voudrait et ce qu'on reçoit. Presque toutes les traditions spirituelles ou religieuses offrent quelque chose à cet endroit-là. Une explication, une consolation, un cadre dans lequel la souffrance finit par avoir du sens. Le taoïsme philosophique, dans sa version la plus rigoureuse, ne le fait pas. Il ne dit pas que la souffrance est bonne. Il ne dit pas qu'elle est mauvaise. Il dit qu'elle fait partie du mouvement général des choses, un mouvement qui n'a pas à justifier chacune de ses formes particulières. Ce qui reste possible dans cette architecture, c'est quelque chose de différent d'un sens garanti. Le Tao n'étant pas une volonté, s'aligner avec lui ne revient pas à se conformer à un plan. Ça revient à cesser de résister au mouvement structurel des choses, à ne plus se placer en dehors du flux pour lui demander de rendre des comptes. Ce n'est pas de la résignation au sens d'une capitulation épuisée. C'est une transformation de ce qu'on attend du monde. On cesse d'attendre qu'il justifie. On commence à l'habiter tel qu'il est. Cette résolution est partielle, et le taoïsme le sait. Il ne comble pas le besoin humain de sens, il le déplace. Il dit que ce besoin lui-même est peut-être une construction, une façon de se tenir à l'écart du monde réel en exigeant qu'il soit autre chose que ce qu'il est.
Le Tao n'est pas une réponse à la question du sens. Il précède la question elle-même, comme il précède la distinction entre problème et solution, entre juste et injuste, entre ce qui aurait dû arriver et ce qui est arrivé. Et pourtant, c'est là que la tension reste entière. L'humain ne cesse pas d'avoir besoin de sens, de justice, d'un regard qui valide ce qu'il traverse. Cette nécessité est réelle. Elle fait partie du thé humain, de la nature singulière de ce qu'on est. Le taoïsme ne la méprise pas. Il dit simplement que le cosmos ne la satisfera pas, et qu'exiger qu'il le fasse est une forme de se tenir à l'écart de ce qu'on est en train de vivre. La question de comment habiter ça, de comment continuer sans ce recours, reste ouverte. Elle ne se résout pas dans le Tao Te Ching. Elle reste posée, comme une pression constante sur celui qui a compris ce qu'il vient de lire. Le ziran est l'un des mots les plus difficiles à tenir sans le faire glisser vers quelque chose qu'il n'est pas. On le traduit souvent par naturel, parfois par spontané, et ces traductions ne sont pas fausses, elles sont simplement trop courtes. Elles laissent entendre qu'il s'agit d'un état à atteindre, d'un retour possible vers quelque chose qu'on aurait quitté, comme si la tâche était de redevenir sauvage, de retrouver un état antérieur à la culture, à la réflexion, à la complexité. Le ziran dans le taoïsme philosophique désigne tout autre chose. La prétention est immense si on la prend au niveau de sa formulation la plus large. Le ziran serait la modalité d'existence dans laquelle une chose est ce qu'elle est sans en faire un effort, sans se justifier, sans se tenir à l'écart de sa propre nature pour l'observer et la corriger. Une montagne est ziran. L'eau qui cherche le bas est ziran. Le bambou qui plie dans le vent et revient à sa forme est ziran. À cette échelle, l'idée semble évidente. Les choses non humaines n'ont pas à se demander si elles existent correctement. Elles existent simplement. Mais quand on resserre cette idée sur le cas humain, quelque chose de précis apparaît. L'humain, contrairement à la montagne, s'est mis à se construire, à fabriquer une image de lui-même, à se tenir en permanence dans un rapport réflexif à ce qu'il est, à se demander si ce qu'il ressent est approprié, si ce qu'il veut est défendable, si ce qu'il est correspond à ce qu'il devrait être. Ce mouvement de fabrication de soi n'est pas une erreur accidentelle, il est structurel dans la façon dont une conscience fonctionne. On pense, on se regarde penser, on évalue ce qu'on voit, on corrige, on projette, on s'anticipe. Et dans ce mouvement continu, quelque chose se coince. L'écart entre la montagne et l'humain n'est pas un écart de nature, c'est un écart d'opération. La montagne n'a pas développé la capacité de se tenir à l'écart d'elle-même. L'humain l'a développée, et cette capacité est aussi ce qui produit la conscience, l'art, la pensée, tout ce qu'on appelle culture. Le taoïsme ne condamne pas cette capacité, mais il identifie précisément le point où elle dévie, le moment où le travail de se construire remplace le fait d'être, où le projet de soi devient plus réel que soi. Ce que le ziran désigne alors, ce n'est pas un retour à un état pré-réflexif. Ce serait impossible, et de toute façon ce n'est pas ce que le Tao Te Ching cherche. Le ziran désigne la cessation d'un effort particulier, l'effort de se justifier à soi-même comme condition d'existence. Une chose qui est ziran existe sans avoir besoin de valider son existence. Elle se produit, elle se déploie. Elle suit sa propre cohérence interne sans avoir à la prouver au préalable. Tu peux sentir l'écart entre les deux états si tu penses à ce qui se passe quand tu agis depuis un endroit vraiment centré, quand tu fais quelque chose et que la question de savoir si tu le fais bien
ne se pose plus en cours d'exécution. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est une forme d'unité entre ce qu'on est et ce qu'on fait, où l'espace entre les deux s'est réduit à rien. Le Ziran décrit cette unité, mais il la décrit comme un état, non comme une performance à atteindre. Et là se trouve la tension centrale. Le problème humain, selon le taoïsme, n'est pas qu'on s'est éloigné de la nature dans le sens de l'environnement, des forêts, de la simplicité matérielle. Ce n'est pas non plus qu'on a développé une pensée trop complexe. Le problème est plus précis. On s'est mis à traiter son propre être comme un matériau à façonner selon un modèle extérieur. On s'est constitué en projet. Et un projet exige toujours une évaluation, un écart entre l'état actuel et l'état visé, une insatisfaction productive. Être un projet de soi, c'est structurellement n'être jamais assez ce qu'on est. Ce que le Ziran retire, c'est précisément cette logique de projet. Non pas l'effort en général, une rivière fait un effort dans le sens où elle se ferait un chemin, mais l'effort de se définir contre ce qu'on est pour atteindre ce qu'on devrait être. Le sage taoïste, dans les textes, n'est pas quelqu'un qui a réussi à devenir naturel. C'est quelqu'un qui a cessé de se fabriquer. Nuance importante, la cessation n'est pas un effacement. Ce qui reste quand on arrête de se construire, c'est quelque chose, c'est le thé, la puissance propre de ce qu'on est, qui se manifeste librement parce qu'elle n'est plus entravée par le travail de construction. Ce que ça signifie systémiquement touche à quelque chose de large. Si l'idée de Ziran est vraie, si le problème fondamental est la fabrication de soi, alors la plupart des dispositifs qu'une culture produit pour aider ses membres à s'améliorer participent précisément à ce problème. Les injonctions à devenir une meilleure version de soi, à se dépasser, à se transformer selon un modèle de ce qu'on devrait être, tout cela intensifie exactement ce que le Ziran dissout. On traite la fabrication comme une solution à un problème que la fabrication elle-même a créé. Et c'est là que la question reste ouverte et ne se referme pas proprement. Si le Ziran est la cessation de la fabrication de soi, comment cesse-t-on? On ne peut pas décider de ne plus se construire. La décision est déjà une construction. On ne peut pas vouloir être spontané. Le vouloir est déjà une intervention. Le taoïsme philosophique ne propose pas de technique pour y accéder, parce qu'une technique serait encore du côté du projet. Il dit simplement que le Ziran est ce qu'une chose est quand rien ne vient interférer avec sa propre cohérence. Ce qui reste à comprendre, c'est ce que ce rien signifie pour un être dont la structure même est de s'observer. Ce qui ne change jamais, c'est que tout change. La formule est presque trop simple pour ce qu'elle contient. Elle ressemble à une observation de bon sens, à quelque chose qu'on dirait entre deux phrases pour paraître profond. Mais dans le taoïsme, elle décrit quelque chose de structurellement radical, et ses conséquences ne sont pas confortables. Le Tao est souvent décrit comme constant, immuable, éternel. Ces mots créent une image, quelque chose de stable, de solide, une fondation qui ne bouge pas pendant que tout le reste s'agite autour. Et c'est là que le Tao Te Ching fait quelque chose d'inattendu. La constance qu'il attribue au Tao n'est pas l'immobilité d'une pierre. C'est la constance du changement lui-même. Non pas un état fixe, mais un mouvement qui obéit à sa propre loi sans jamais s'en écarter. Ce qui est permanent, c'est la transformation. Ce qui ne cède pas, c'est le fait que tout cède. Les deux conséquences possibles de cette idée tirent dans des directions différentes. La première est une forme d'apaisement.
Si le changement est la nature du réel, alors rien de ce qui arrive n'est une anomalie. La perte, la dissolution, la fin d'une forme, tout cela s'inscrit dans une cohérence qui ne demande pas d'explication supplémentaire. Le Tao ne s'est pas brisé quand quelque chose s'est défait, il s'est manifesté. On pourrait trouver là une paix réelle, non pas la paix de celui qui a tout obtenu, mais celle de celui qui a cessé de traiter la transformation comme une agression. La deuxième conséquence est plus déstabilisante. Si le changement est constant et total, alors rien ne peut être préservé. Aucune forme, aucun état, aucune façon d'être, y compris les formes qu'on considère comme précieuses, justes, acquises après effort. Ce qu'on a construit, ce qu'on a compris, ce qu'on est devenu, tout cela est déjà en train de changer, et le Tao n'a aucune raison de le maintenir. La permanence qu'on cherche est exactement ce que le Tao ne peut pas offrir, parce qu'offrir cette permanence reviendrait à cesser d'être le Tao. La tension entre ces deux conséquences ne se résout pas facilement. On ne peut pas choisir l'apaisement et laisser tomber la déstabilisation. Les deux viennent du même mouvement. Accepter que le changement soit la loi, c'est simultanément trouver une paix possible et perdre tout point fixe. On ne peut pas trier. Zhuangzi observe la mort de son épouse et pleure, puis cesse de pleurer. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il reconnaît dans sa transformation la même cohérence qu'il avait vue dans sa naissance, dans les saisons, dans la structure du vivant. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une façon de ne pas se tenir à l'écart du mouvement réel des choses pour exiger qu'elles restent ce qu'elles étaient. Mais voilà ce que cette idée interdit, et c'est là que l'explication atteint sa limite. Elle interdit de s'accrocher à n'importe quelle forme, y compris une forme taoïste de soi. C'est subtil et important. On pourrait croire que comprendre le changement produit une stabilité nouvelle, que saisir le mouvement du Tao donne une forme de sol sous les pieds. Ce serait encore une fixation. Même la compréhension du changement ne peut pas devenir un état permanent sans se contredire. Même l'insight qu'on vient d'avoir sur la nature du Tao est déjà en train de se transformer en quelque chose d'autre. Ce que ça coûte humainement est précis. L'humain fonctionne par attachement aux formes, à une version de lui-même qui lui convient, à une période de vie où les choses avaient du sens, à une compréhension du monde qui tient debout. Ces attachements ne sont pas des erreurs morales, ils font partie du thé humain, de la façon dont une conscience s'organise. Mais ils créent une résistance structurelle au Tao, parce que le Tao ne maintient aucune forme indéfiniment. Ce qu'on cherche à garder et ce que le Tao continue de transformer sont constamment en collision. Et le coût n'est pas seulement la souffrance de la perte. C'est quelque chose de plus diffus et peut-être plus profond. C'est l'énergie dépensée à maintenir ce qui est déjà en train de changer. À se tenir dans une posture fixe face à un mouvement qui ne s'arrête pas. L'épuisement vient souvent de là, dans les textes taoïstes. Non pas de l'effort productif, mais de l'effort de résistance à ce qui se transforme de toute façon. La résolution partielle que le taoïsme offre à cet endroit n'est pas une technique, et ce n'est pas non plus une consolation. C'est un déplacement de ce qu'on considère comme réel. Si c'est le mouvement qui est réel et les formes qui sont temporaires, alors s'identifier à une forme particulière, à ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on a compris, à ce qu'on a réussi à construire, c'est s'identifier à ce qui est déjà en transition. Ce n'est pas qu'il faudrait cesser de s'identifier à quoi que ce soit, c'est que l'identification la plus juste serait au mouvement lui-même, à la transformation, à ce qui traverse toutes les formes sans en être une.
Tu peux sentir à quel point cette résolution reste partielle. Elle déplace le problème plus qu'elle ne le résout. S'identifier au mouvement plutôt qu'à la forme, c'est une direction, pas une arrivée. Et même cette direction, dès qu'on s'y installe, devient une forme à son tour. C'est la circularité dans laquelle le Tao enferme toute tentative de le saisir définitivement. La constance du changement s'applique aussi à la compréhension qu'on vient d'en avoir. Ce que tu viens de saisir est déjà en train de devenir autre chose, et c'est précisément le signe que tu es dans le bon registre. Le taoïsme philosophique ne dit pas quoi faire. Ce n'est pas une lacune, ni un oubli, c'est une position tenue avec une cohérence complète. Et cette position est difficile à soutenir jusqu'au bout, parce qu'elle retire le sol sous quelque chose qu'on tente à considérer comme indispensable, la possibilité de formuler une règle juste. La plupart des systèmes de pensée qui s'intéressent à la façon dont les humains devraient se conduire s'appuient sur quelque chose. Une nature humaine à accomplir, une loi divine à respecter, un impératif rationnel à suivre, un contrat social à maintenir. Tous ces appuis ont en commun une structure. Il y a une réalité qui fonde, et de cette réalité on tire des prescriptions. On dit que les choses devraient se passer ainsi parce qu'elles s'inscrivent dans un ordre qui mérite d'être respecté ou accompli. La prescription est toujours adossée à quelque chose de plus large qu'elle. Le Tao, si on le prenait comme ce fondement, devrait produire le même résultat. Il est plus vaste que tout, antérieur à tout, structurel et constant. Et pourtant le taoïsme philosophique ne tire aucune règle de cette vastitude. Ce n'est pas par modestie, c'est parce que le Tao n'a pas d'intention, et que sans intention, il n'y a pas de prescription possible. On ne peut pas extraire un devoir d'un mouvement qui ne vise rien. La force de la rivière ne dit pas dans quelle direction tu devrais nager. Ce retrait est plus radical qu'il n'y paraît au premier abord. On pourrait penser qu'il laisse simplement un vide là où d'autres traditions placent des normes, que le taoïsme est silencieux là où le confucianisme, par exemple, est explicite. Mais le mouvement est plus profond. Le taoïsme philosophique ne dit pas « nous n'avons pas de règles ». Il dit que la structure même qui rend les règles possibles, un fondement intentionnel, un ordre qui veut quelque chose, est absente du réel. Il retire le type de sol sur lequel toute prescription doit reposer. Et ce retrait s'applique de façon égale à toutes les prescriptions, y compris celles qu'on pourrait vouloir déduire du taoïsme lui-même. C'est là que quelque chose se complique d'une façon qu'on ne peut pas contourner. Quelqu'un qui comprend le Tao, qui comprend que le changement est la loi, que le vide est la condition de toute capacité, que le T de chaque chose est irréductible, pourrait être tenté de formuler à partir de là une injonction. Quelque chose comme « il faut donc se conformer au changement, il faut donc ne pas forcer, il faut donc laisser chaque chose suivre sa propre cohérence ». Ces formulations semblent justes. Elles semblent même fidèles à ce que le Tao Te Ching développe. Et c'est précisément là qu'elles se contredisent. Dès qu'on dit « il faut », on réintroduit une intention là où le Tao n'en a pas. On transforme une description du mouvement des choses en programme pour la conduite humaine. On fait du Tao, qui précède la distinction entre ce qui est et ce qui devrait être, une source de ce qui devrait être. C'est une transformation structurellement incompatible avec ce qu'on vient de décrire. Le retour au Tao ne peut pas devenir une injonction sans se contredire dans le même mouvement, parce que le Tao n'est pas une destination qu'on atteint en faisant les bonnes choses. Ce que ça signifie pour quiconque s'intéresse au taoïsme philosophique est inconfortable à formuler. On ne peut pas en déduire un mode de vie taoïste cohérent sans trahir quelque chose d'essentiel. Non pas parce que le taoïsme est inapplicable, mais parce que dès qu'il devient une application, il cesse d'être lui-même.
Le Tao Te Ching dit des choses sur la façon dont un souverain devrait gouverner, sur la façon dont un sage se conduit. Et ces passages existent, ils sont réels. Mais ils ne constituent pas un code. Ils décrivent ce qui se passe quand quelque chose ou quelqu'un est pleinement en accord avec sa propre nature, quand le T se manifeste librement. Ce n'est pas la même chose qu'une prescription. Tu peux sentir à quel point cette position est difficile à tenir si tu essaies vraiment de la suivre. À chaque fois qu'une idée taoïste produit en toi quelque chose qui ressemble à une direction, je devrais moins forcer, je devrais accepter ce qui se transforme, je devrais agir avec moins de calcul. Le taoïsme philosophique te demande de remarquer ce devrait, pas de le supprimer, juste de remarquer d'où il vient, et si ce qu'il appelle le Tao ressemble encore au Tao ou à quelque chose de plus docile, de plus gérable, de plus conforme à ce qu'une pensée humaine veut que le réel soit. La frontière non résolue de cette idée est précise. Si le taoïsme philosophique retire le sol sous les prescriptions et refuse d'en formuler lui-même, alors il laisse l'humain dans une position étrange, celle de quelqu'un qui comprend quelque chose de réel sur la structure du monde et qui ne peut pas en déduire comment agir. Pas parce qu'il manque d'informations, mais parce que la structure qu'il a comprise est fondamentalement indifférente à la question de ce qu'on devrait faire. Cette indifférence n'est pas hostile, elle est simplement complète. Le Tao ne répond pas à la question « que faire ?», parce que cette question suppose un point de vue que le Tao ne partage pas, celui d'un être qui doit choisir entre plusieurs voies et en préférer une. Ce qui reste ouvert, et reste ouvert pour de bonnes raisons, c'est la question de ce que ça change de comprendre cela. Si aucune prescription n'est possible, si même l'orientation vers le Tao ne peut pas devenir un programme, alors à quoi sert cette compréhension ? Le taoïsme philosophique ne répond pas directement, mais il laisse entendre que la compréhension elle-même est peut-être un événement dans le Tao, non pas un outil qu'on saisit pour l'utiliser, mais un déplacement dans la façon dont on habite ce qu'on est déjà. Et ce déplacement n'exige rien. Il arrive, ou il n'arrive pas, avec la même indifférence que tout le reste. La mort pose une question que presque tous les systèmes de pensée cherchent à résoudre avant d'en avoir fini avec elle. On la traite comme un problème, quelque chose qui survient, qui interrompt, qui défait ce qui avait été construit. Et à partir de ce traitement, on cherche soit une continuité après la fin, soit une compensation qui donne rétrospectivement un sens à ce qui se termine. L'effort est compréhensible, mais il repose sur une prémisse précise, que la mort est une rupture dans un ordre qui, lui, devrait tenir. Le taoïsme philosophique ne partage pas cette prémisse. Ce n'est pas qu'il offre une meilleure réponse à la question de ce qui vient après, il déplace ce que la mort est. Pas une interruption d'un cours normal des choses, une transformation complète parmi d'autres transformations dans un mouvement qui ne distingue pas le vivant du non-vivant comme deux états séparés par une frontière décisive. La mort, dans cette lecture, est la preuve la plus visible que le Tao ne maintient aucune forme indéfiniment. Elle n'est pas l'exception à la règle du changement, elle en est l'expression la plus lisible. Le caractère ontologique de cet argument est important à tenir. Il ne s'agit pas de se convaincre que la mort n'est pas grave ou de cultiver une indifférence à ce qui disparaît. L'argument porte sur la structure du réel, non sur l'émotion qu'il conviendrait d'adopter. Ce que le taoïsme dit de la mort, il le dit de toute transformation, celle d'une saison, celle d'une forme d'eau qui devient vapeur, celle d'une pensée qui cède la place à une autre.
La mort humaine entre dans cette continuité sans en être le centre dramatique. Chuangzi chante après la mort de son épouse. Quand on lui demande comment il peut faire cela, il répond qu'il a d'abord pleuré, puis qu'il a compris que ce qui avait pris forme allait reprendre place dans le mouvement dont cette forme était sortie temporairement. Cette réponse n'est pas de l'indifférence. Elle dit quelque chose de précis sur ce qu'une vie est dans le taoïsme, une configuration momentanée d'un mouvement qui la précède et qui lui survit, non pas en tant que mémoire ou âme, mais en tant que continuation du même processus sous d'autres formes. Ce que cet argument coûte est tout aussi précis que ce qu'il affirme. Il exige de ne pas traiter sa propre existence comme quelque chose à préserver contre le cours des choses. Non pas de s'y résigner passivement, la nuance est réelle, mais de cesser de se tenir dans une posture de résistance à ce qui transforme, comme si la survie d'une forme particulière était ce que le réel devait garantir. Cette posture de résistance est peut-être ce que le taoïsme désigne le plus constamment comme source d'épuisement. Non pas l'effort de vivre, mais l'effort de maintenir une configuration face à un mouvement qui la traverse de toute façon. Le coût humain de cette idée ne se réduit pas à la question de la propre mort. Il s'étend à tout ce qu'on aime, à tout ce à quoi on tient, à tout ce dont la perte ressemble à une défaite. Le Tao ne distingue pas ce qui mérite de durer de ce qui mérite de disparaître. Il n'a pas d'agenda de préservation. Et si on a compris que la constance du Tao est la constance du changement lui-même, alors tenir cette compréhension face à la disparition de quelqu'un ou de quelque chose qu'on aimait est une épreuve d'une autre densité que la compréhension théorique. C'est là que le taoïsme philosophique ne cède pas à la consolation. Il ne dit pas que la perte n'est pas réelle, ni que la douleur est une erreur de perspective. Il dit que la forme disparaît et que le mouvement continue, et que ces deux affirmations sont vraies simultanément, sans que la deuxième annule la première. La douleur de la perte est réelle, parce que la forme qui a disparu était réelle. Le mouvement qui continue est réel, parce que c'est la structure même du Tao. Les deux tiennent ensemble, sans que l'une serve à diminuer l'autre. Ce qui se brise, si on pousse cet argument jusqu'à sa limite, c'est la structure narrative qu'on applique habituellement à une vie. Une vie comme trajectoire, début, développement, accomplissement, fin. La mort vient perturber ce récit parce qu'elle coupe avant la conclusion, ou parce qu'elle semble effacer ce qui a été construit, ou parce qu'elle impose une clôture que le récit n'avait pas planifiée. Mais ce cadre narratif suppose que la vie est un objet avec une cohérence propre, une unité qui lui appartient. Le taoïsme défait cette supposition. Une vie est une inflexion temporaire dans un mouvement continu, et la mort est le moment où cette inflexion rejoint le flux dont elle n'avait jamais été séparée autrement que formellement. L'argument ne dit pas que vivre est sans importance. Il dit que l'importance d'une vie ne dépend pas de sa durée, ni de sa préservation contre la fin. Ce qui se manifeste dans une vie, le thé de cet être particulier, la façon dont quelque chose se déploie pleinement dans le temps qu'il occupe, a une réalité qui n'est pas annulée par la transformation finale. Elle a eu lieu. Elle était réelle dans le mouvement du Tao, non pas malgré sa temporalité, mais à travers elle. Tu peux sentir où cette idée laisse quelque chose d'ouvert. Elle replace la mort dans une continuité qui la rend intelligible, mais elle ne supprime pas ce que la mort fait à ceux qui restent, à ceux pour qui la transformation d'un autre prend la forme d'une absence. Le Tao continue, la transformation est réelle, et pourtant l'absence est là, concrète et persistante.
Le taoïsme philosophique ne referme pas cet écart. Il le laisse exister dans la même structure où tout le reste existe, sans garantie, sans sens garanti, sans justice cosmique qui viendrait balancer les comptes. Ce qui reste après cette traversée, c'est une question sur ce que signifie habiter un monde où rien ne reste, où même ce qu'on aurait voulu garder participe du même mouvement que tout le reste. On suppose souvent que le wu-wei est le cœur du taoïsme, que comprendre le non-agir, c'est comprendre l'essentiel. Cette supposition est compréhensible. Le wu-wei est la notion la plus accessible, la plus opératoire, celle qui répond à une question que tout le monde se pose tôt ou tard. Comment agir sans s'épuiser dans l'effort de forcer les choses? Mais le wu-wei est une conséquence. Il suppose quelque chose qui le rend possible, quelque chose sur lequel il repose sans jamais le nommer lui-même. Ce qui le rend possible, c'est le Tao. Et le Tao n'est pas une règle de conduite, ni un état à atteindre, ni une description de la nature qu'on pourrait reformuler en conseil pratique. Il précède la distinction entre ce qui est et ce qui devrait être. Il précède la distinction entre être et non-être. Il précède le langage qui essaie de le saisir et qui le trahit dans le mouvement même de le nommer. Le premier chapitre du Tao Te Ching l'affirme sans détour. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Ce n'est pas de la modestie poétique. C'est une affirmation structurelle sur ce que le langage rate nécessairement. Tout au long de cette traversée, plusieurs idées ont pris forme. Le T, cette puissance propre à chaque chose, antérieure à toute éthique, qui fait qu'un être est pleinement ce qu'il est quand rien ne le dénature. Le vide, non pas l'absence, mais la condition de toute capacité, ce qui rend une chose ouverte et fonctionnelle plutôt que fermée sur sa propre plénitude. Le ziran, non pas le retour à un état primitif, mais la cessation de la fabrication de soi, l'état d'une chose qui est ce qu'elle est sans effort de justification. La constance du Tao, qui n'est pas l'immobilité, mais le changement lui-même pris dans sa propre cohérence, de sorte que s'accrocher à n'importe quelle forme stable est déjà une résistance. L'absence d'intention dans le Tao, qui coupe le lien entre cosmos et morale, et retire le sol sous toute prescription, y compris celle qu'on voudrait déduire du taoïsme lui-même. La mort comme transformation complète, non pas comme rupture dans un ordre qui devrait tenir, mais comme l'expression la plus lisible de la loi du changement. Ces idées forment quelque chose. Pas un système. Le taoïsme philosophique refuse structurellement d'en former un. Mais un tableau d'ensemble où chaque pièce éclaire les autres. Le vide et le T se répondent. Ce qui est pleinement ce qu'il est a la capacité d'une chose creuse, non d'une chose saturée. Le ziran et l'absence d'intention dans le Tao se répondent. Si le Tao ne fabrique rien, si son ordre émerge sans volonté, alors la fabrication de soi est ce qui crée l'écart, non ce qui le comble. La mort et la constance du changement se répondent. Si ce qui ne change pas, c'est que tout change, alors une vie est une inflexion dans ce mouvement, réelle dans sa singularité et non protégée par elle. Il y a des limites réelles à ce tableau, et les ignorer serait trahir ce que le taoïsme lui-même dit du langage. La pensée taoïste a traversé des siècles, des traductions, des contextes d'interprétation radicalement différents. Ce que le Tao Te Ching formule est inséparable de la langue dans laquelle il a été écrit. Une langue qui fonctionne différemment du français, de l'anglais, de toute langue indo-européenne.
Les traductions produisent des versions du texte, pas le texte. Et le taoïsme philosophique a souvent été confondu avec le taoïsme religieux, avec des pratiques de santé, avec une esthétique de la simplicité qui en extrait l'apparence sans la densité. Ce qu'on a traversé ensemble dans cet épisode est une lecture parmi d'autres, rigoureuse autant que possible, mais partielle par nature. Ce qui est plus profond que le wu-wei n'est pas quelque chose qu'on acquiert en comprenant mieux. C'est une réalité dans laquelle on se trouve déjà. L'écart entre l'humain ordinaire et ce que le taoïsme décrit comme le sage n'est pas un écart de discipline ou de savoir accumulé. C'est un écart d'attention. On n'a pas quitté le Tao. Cette formulation même est inexacte, parce que le Tao n'est pas un lieu d'où on pourrait s'éloigner. Ce qui s'est passé, c'est plus précis et plus étrange que ça. On a commencé à se tenir à l'écart de ce qu'on est déjà, à traiter son existence comme un projet à mener, à chercher une stabilité dans des formes que le mouvement traverse de toute façon. Tu n'as pas besoin d'avoir tout retenu pour que quelque chose de réel ait eu lieu cette nuit. Les idées qui traversent sans laisser de traces ont quand même traversé. Celles qui restent ne demandent pas à être appliquées. Elles demandent simplement à être habitées, au même rythme que tout le reste, sans forcer. Bonne nuit.